Ok, bon, commençons. Chers tous, bienvenue à cette table ronde donc, dédiée à la bande dessinée et à l'illustration, organisée par l'Institut français en Hongrie et Wallonie-Bruxelles en Hongrie. Avant de présenter les intervenants et de céder la parole, je souhaiterais simplement appeler votre attention sur la petite sphère en bas de votre écran à droite, qui devrait vous permettre de choisir la langue dans laquelle auront lieu les échanges. Before introducing the speakers and giving the floor, I would like to draw your attention to the small sphere at the bottom of your screen, which should allow you to choose the language in which the discussion will take place. La discussion de ce soir réunira Zena Birached, auteur de bande dessinée franco-libanaise, Mathieu Burnia, auteur de BD belge, et Attila Foutaki, dessinateur de BD hongrois. Et la discussion sera modérée par Esther Sepp, directrice du International Comics Festival Budapest. Esther, if you want to start the discussion, I'll let you the floor. OK? Super, moi aussi, je souhaite la bienvenue à tous les participants. Je souhaite la bienvenue aux participants et aussi au public de cette table ronde qui s'intitule « Représenter l'imperceptible ». Dans cette table ronde, on va parler de la perception, de comment ça se passe que de représenter l'imperceptible et on va parler de ces sujets-là dans les 60 minutes suivantes. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, soit en français, soit en hongrois, parce qu'on peut communiquer en toutes les langues, on peut répondre à vos questions en toutes les langues. Et j'ai avec moi des participants qui représentent presque le monde entier. Et si je ne me perds pas dans mes notes, je vais tout à l'heure présenter les orateurs qui sont avec nous. Tout d'abord, Zena Abirached, qui est née à Beyrouth et qui écrit des bandes dessinées et en langue française et qui dessine des bandes dessinées, qui vit à Paris et qui crée ses œuvres à Paris. Elle a un monde visuel tout à fait fantastique et j'espère que Zaina va nous introduire dans le monde de ses œuvres et dans l'écriture, dans le dessin de ses œuvres. J'aimerais bien parler de ma bande dessinée préférée de Zaina qui s'appelle Le jeu des hirondelles et ce n'a pas encore été publié en hongrois, mais on croise les doigts pour que ce jeu des hirondelles soit publié en hongrois. C'est une œuvre d'inspiration autobiographique et elle nous parle du bombardement de sa ville natale et il s'agit, si le titre est le jeu des hirondelles, parce qu'il s'agit toujours de partir ou de rester. C'est toujours la grande question tout au long de l'œuvre. Puis j'ai avec moi, on a avec nous Mathieu Burnia et qui est belge et qui va, j'espère, nous parler de comment c'était de faire des études en design avant de passer à la bande dessinée. Un motif récurrent de ces œuvres, c'est la nourriture, manger. Donc, il va nous dire comment ça, de dessiner, d'écrire des personnes qui mangent tout le temps dans ces bandes dessinées. Et les mystères de l'univers quantumique est une œuvre dont le scénario a été écrit par lui, donc on espère qu'il va nous parler de la complexité de ces théories et nous dire comment on peut dessiner des œuvres tout à fait complexes. Et on a avec nous aussi Attila Foutaki qui peut-être parle
parle au public hongrois parce que il a des bandes dessinées publiées en hongrois. En 2006, c'est Le Spiral qui a été publié. Ensuite, en 2017, Ange de Budapest. Et cette année, une nouvelle œuvre a été publiée, dessinée par Attila. Attila qui est aussi présent dans le monde des bandes dessinées américains et aussi français. Et j'espère qu'il va nous parler de ses expériences acquises dans le monde américain, français et hongrois. Donc voilà, je ne vais plus parler, je vais passer la parole à nos invités. Je vais juste poser des questions tout au long de la table ronde. Et donc s'intitule Représenter l'imperceptible. Et voilà, l'Institut français, en définissant ce titre de la table ronde, nous a posé un grand défi, un grand obstacle. Voilà, qu'est-ce qui est imperceptible? Les motivations, les souvenirs, les personnes, les voyages. Donc, comment est-ce qu'on peut représenter quelque chose qui est en fait imperceptible? Le changement entre les cultures, ça aussi c'est quelque chose d'imperceptible qu'on peut très bien dessiner dans les bandes dessinées. Donc tout au long de cette discussion, vous mettez dans Google le nom de nos intervenants, vous allez voir que leur monde visuel est tout à fait différent. Et j'aimerais poser une question et je vous invite tous les trois à bien vouloir répondre à cette question. Pendant la création, est-ce que ça vous arrive que à un moment de la création, vous vous dites, bah tiens, je dessine encore une fois le même sujet. C'est un sujet que j'aime beaucoup dessiner. C'est un monde dans lequel je me plonge avec plaisir. Ou au contraire, est-ce que ça vous arrive qu'il y a des moments où vous vous dites, je ne veux pas dessiner ça, c'est inconfortable pour moi. Je vais vous donner la parole et je vais vous demander à chacun de vous de bien vouloir répondre. Tout d'abord, Zeina, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes dessiner? Bonsoir à tous. Merci Esther pour cette introduction. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors moi, quand on connaît un peu mon travail, on se rend compte assez rapidement que j'ai une obsession. Il y a un élément qui est récurrent dans tous mes livres et que j'explore dans chacun des livres d'une manière un peu différente peut-être à chaque fois. Et cet élément, c'est la ville de Beyrouth. C'est ma ville natale. C'est voilà, la ville où je suis née, qui est la capitale du Liban. Et si j'ai commencé à faire de la bande dessinée au début des années 2000, c'est parce que j'avais envie et besoin de raconter un moment très particulier de Beyrouth. C'était le moment de mon enfance, dans les années 80, où la ville était encore coupée en deux par ce qu'on a appelé une ligne de démarcation. Donc, qui a séparé Beyrouth en deux. On parlait de Beyrouth-Est et de Beyrouth-Ouest pendant les 15 années qu'a duré la guerre. Et dans les années 2000, on était à un moment où la ville était en pleine reconstruction et tout d'un coup, je me rendais compte que les traces de cette vie d'avant, très particulière, cette vie pendant la guerre et au moment de l'après-guerre, au tout début de l'après-guerre, étaient en train de disparaître. Et au même moment, je me suis rendu compte aussi, et c'est encore le cas aujourd'hui, que dans les livres scolaires au Liban, le programme d'histoire s'arrête le 13 avril 1975. On est le 13 avril d'ailleurs, donc c'est une date anniversaire, c'est la date anniversaire du début de la guerre. Et donc j'avais comme ça une espèce d'amnésie organisée. J'ai constaté une espèce d'amnésie organisée dans les livres d'histoire, dans cette incapacité de raconter notre histoire, et en même temps un mouvement très rapide au moment de la reconstruction où le mode de vie qu'on avait jusque-là était en train de disparaître. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à écrire et à dessiner.
pour garder une trace de ce moment très particulier. Et ensuite, au gré des livres, j'ai exploré des moments différents de Beyrouth. Je suis passée des années 80 à un moment plus contemporain en 2006-2007 pour ensuite revenir avec Le piano oriental, qui est un de mes derniers romans graphiques, aux années 50, donc une période que je n'ai pas connue, qui était celle de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, qui était celle surtout du Beyrouth qu'on appelait encore la Suisse du Moyen-Orient, donc ce Beyrouth de carte postale que ma génération n'a pas connu. Mais dont on est d'une certaine façon nostalgique malgré tout. Voilà, donc pendant un moment, enfin quand j'ai commencé à travailler, c'était évident que je voulais parler de Beyrouth, l'écrire et la dessiner. Et puis pendant un moment, je me suis dit, tiens, maintenant je vais passer à autre chose. Mais très vite, et à chaque fois, j'ai été rattrapée par une espèce d'urgence de revenir sur un moment très précis de cette ville. Il faut dire aussi qu'en me déplaçant géographiquement, comme je vis en France depuis une quinzaine d'années, il y a eu dans mon parcours, il y a eu tout un questionnement en fait sur l'identité, les racines, les origines, la langue. Et donc forcément, ça a nourri mon travail de sorte à ce que jusque-là, je n'ai pas vraiment pu me détacher de ce sujet infini. Voilà. Merci beaucoup. Quand tu dessines le Beyrouth du passé, de l'époque où tu n'as pas encore de souvenirs, qu'est-ce que tu utilises comme source? Est-ce que tu cherches des sources? Est-ce que tu passes ton temps avec la recherche des Je passe énormément de temps à rechercher des archives. Alors, c'est des archives, ça peut être des archives familiales, voilà, des photos de famille, des petits films comme ça, comme on en a tous. C'est aussi des archives plus officielles. Il y a un site internet en France qui m'a beaucoup aidée, qui est le site de l'Institut national de l'audiovisuel. C'est ina.fr. Et sur ce site, j'ai retrouvé énormément de journaux télévisés, de programmes de radio, d'interviews qui avaient été faits dans les années 80, 90, à des moments où j'étais trop jeune, en tout cas, pour connaître ces documents-là. Et ça, ça m'a apporté une énorme, un spectre énorme en fait pour commencer à écrire mes histoires, même si dans mes livres en fait on n'a pas tellement de traces c'est-à-dire c'est à chaque fois ce que je raconte, c'est plutôt la vie quotidienne, ce sont des récits plutôt intimes, il ne s'agit pas du tout d'une fresque politique ou historique, mais j'ai besoin de me nourrir de l'histoire, même si je ne la restitue pas d'une manière... même si je la restitue d'une manière un peu métaphorique ou justement en creux parfois. Donc oui, la recherche d'archives est très importante. Et en fait, comme Beyrouth a été détruite puis reconstruite un peu rapidement, disons, puis à nouveau détruite en août dernier, je pense qu'on est constamment à la recherche de traces et d'archives pour garder ne serait-ce qu'une continuité en fait de la vie du destin en tout cas de cette ville. D'ailleurs, tous les personnages que je décris dans mes livres sont des personnages que j'ai connus ou qui ont existé. Alors parfois, évidemment, très souvent d'ailleurs, je change leur prénom, j'accentue un trait physique. Par exemple, il y a Ernest qui a des moustaches. En fait, quand je le dessine, il a d'énormes moustaches. C'est une manière de s'approprier les personnages, mais ça reste assez proche de la réalité et de ce que j'ai réellement connu. Nagyon köszönöm, majd még
Merci beaucoup. J'espère que quand tu vas nous montrer des extraits de ton travail, tu vas encore pouvoir parler de l'intimité des histoires et comment les lecteurs peuvent découvrir ce monde intime. Et là, j'avais encore une question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez apercevoir dans le monde ou quelque chose que vous préférez ne pas dessiner? Mathieu, quel est ton cas? Bonjour à tous. Alors personnellement, je dois un peu je dois sortir de ce que disait Zeina parce que j'étais un peu plongé dans ce qu'elle disait. Parce que personnellement, mon travail est très différent. C'est que je m'ennuie très vite et je fais chaque fois des albums très différents l'un de l'autre. Donc, comme vous disiez, Esther, j'ai fait une BD sur la gastronomie. C'est mon premier scénario. Et puis après ça, en fait, c'était ma grande passion et ça l'est toujours, c'est manger. Et après ça, je me suis posé la question de savoir si j'avais encore des choses à raconter en dehors de la gastronomie. Et donc, ce que j'ai fait, c'est de m'intéresser à des sujets, mais presque impraticables en bande dessinée. Et j'ai commencé justement par la physique quantique. Et pour moi, c'était un défi génial parce que c'est quelque chose de totalement abstrait. La physique quantique, c'est un sujet qui touche à beaucoup de choses, de la science-fiction, mais aussi à la philosophie, parce que en fait, ça peut répondre à des questions du quotidien qui est tout simplement qu'est-ce que le réel. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut traduire ça en bande dessinée? Donc, ça, voilà, c'est une première chose, et donc c'est purement scientifique, donc c'est essayer de me confronter au monde abstrait. Et puis après ça, j'ai décidé, et vous disiez justement s'il y avait des choses que j'aimais dessiner aussi, c'était une question que vous posiez. Et je me suis rendu compte petit à petit que je n'aimais pas dessiner les lignes droites. Et ça a orienté mon travail de la suite, c'est-à-dire qu'après la physique quantique, je me suis intéressé à l'écologie et j'ai dessiné des albums qui se passent entièrement dans la nature pour être sûr que je n'ai aucune ligne droite à dessiner. Donc parfois, bêtement, des questions techniques peuvent orienter des choix d'ordre narratif. Et donc, par exemple, ma dernière bande dessinée que j'ai ici, hop, ah ben alors c'est une BD qui se passe dans le sol. Et donc, quand on tourne les pages, on voit effectivement qu'il n'y a absolument aucune ligne droite en dehors des cases, quoi. Et donc, moi, ça m'encourage beaucoup à travailler parce que le dessin, quand on fait de la bande dessinée, on passe 1 an dessus au niveau du dessin, parfois plus. Et donc, rien que le fait de se dire, OK, je vais te confronter à dessiner une histoire qui se passe dans un centre-ville, déjà, je me sens vite découragé. Donc maintenant, j'oriente mes sujets beaucoup autour de la nature. J'ai aussi fait une BD muette qui se passe aussi dans la nature, dans une nature sauvage hostile. Et ça me permet de dessiner ce que j'ai absolument envie. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ton album sur la physique quantique, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai vu des lignes droites. Tu sais, quand il y a l'île qui se transforme en une forme géométrique, donc il y a une discussion autour de la physique quantique avec Heisenberg, et nous sommes sur une île et c'est comme si comme s'il y avait une île des Jedi, et tout de suite il y a l'espace qui disparaît et il y a des lignes géométriques, et voilà, c'est là que j'ai compris de ce qu'il s'agissait. Et ok, tu n'aimes pas dessiner les lignes droites, et pourtant là il y a des lignes droites qui apparaissent. Alors, c'est intéressant. En fait, du coup, peut-être que je répondrai à une question en avance sur le sujet, mais donc, la physique quantique, ce qui m'intéressait, c'est que c'est un sujet abstrait, justement, et on ne m'entend pas? Si? Est-ce qu'on m'entend? Si, oui. Ah, ok, parfait. Et ce qui importe pour moi quand je parle de ces fictions, c'est pour réussir à toucher le public, c'est de les rendre humaines. Donc, par exemple, pour parler de physique quantique, je raconte l'histoire d'un personnage qui est non initié à la physique quantique, comme les lecteurs, et j'essaie de les prendre par la main pour les emmener dans une histoire. Et c'est ce que j'ai fait justement quand tu évoques ces lignes droites, c'est qu'au départ, ce monde quantique nous paraît tout à fait abstrait.
ça paraît être un monde de formules, un monde qu'on ne peut pas du tout toucher, qui n'est pas palpable. Et j'essaie de montrer que finalement, si, à travers non seulement un biais de fiction, donc c'est une aventure, c'est l'histoire d'un personnage de bande dessinée, un vrai héros de bande dessinée qui va vivre son ultime aventure avant sa retraite, qui essaie de comprendre la physique quantique. C'est un peu un ersatz de Tintin, sauf que cette fois, au lieu d'être confronté aux pyramides, à l'histoire ou que sais-je, il va être confronté à la physique quantique. Et il va croire que c'est quelque chose de complètement abstrait. Et petit à petit, je vais essayer par le dessin de rendre ça de plus en plus justement palpable et donc organique, justement. Donc, au début, il y a des formules, il y a des formes géométriques. Et petit à petit, eh bien, je dessine des éléments de nature, parce que la physique quantique, en fait, ça décrit effectivement un monde de physique, mais ça décrit notre réalité, ça décrit notre monde, ça nous décrit nous. Ça, en gros, ça nous dit que nous ne serions pas faits de petits grains de matière minuscules comme on l'a pensé pendant longtemps, mais que nous serions peut-être plutôt formés de ondes. Et que ça génère du coup une vision du monde très très différente de ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'on sait que les ondes peuvent se démultiplier presque de manière infinie, ce qui voudrait dire que, en fait, nous, de notre réalité, s'il faut interpréter la physique quantique, on sera en train de se dédoubler tout le temps dans une superposition de réalités différentes. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite pour notre traducteur. Mais donc, voilà, donc tout ça pour dire que c'est quelque chose de très tangible, finalement, la physique quantique. Et ce qui est intéressant, c'est justement en bande dessinée, c'est de savoir connaître tous les systèmes dans le dessin pour traduire ça. Et par exemple, on a une autre idée pour justement décrire cette superposition de réalités différentes. C'est que c'est une BD que j'ai fait au départ en noir et blanc. Et au fur et à mesure du récit, il y a des impressions de couleurs qui vont s'ajouter au noir et blanc pour décrire de manière matérielle, de manière visible, les surimpressions de réalités différentes de notre univers. Donc, c'est une des possibilités qu'offre la bande dessinée, c'est de voir dans le fond et dans la forme comment le dessin peut nous aider à comprendre des choses tout à fait abstraites. Merci beaucoup, on va revenir sur ces questions. Maintenant, je m'adresse à Attila. Donc la question au début, c'était de savoir, est-ce qu'il y a des éléments que toi, tu t'aperçois aimer, dessiner, voilà, des choses que tu aimes bien faire. Mais ton son est en coupé. Voilà. Moi aussi, je suis ravi d'être des vôtres. Je salue tout le monde. Et en écoutant mes collègues, je me disais que finalement, ils sont dans une situation avantageuse puisqu'ils peuvent raconter leurs propres histoires. Moi, je suis arrivé dans la bande dessinée de façon un peu différente. Voilà, donc je travaille à partir de scénarios. Le premier travail un peu personnel, c'était Spirale, que tu as déjà mentionné. Je pense que dans son monde visuel était très proche de ce que j'aime. Alors après, je me posais la question, comment vivre de ce métier, comment bâtir une carrière. Et puis finalement, on m'a sollicité et j'ai fait Percy Jackson. Et alors on m'a posé la question, si tu me poses la question, qu'est-ce que j'aime faire? Moi, j'aime pas faire Percy Jackson. J'aime pas dessiner des enfants. C'est un monde qui est assez lointain pour moi. Mais bon, finalement, j'étais un peu obligé de me retrouver dans ce monde et faire en sorte que je puisse avoir un certain attachement sentimental. Après, quand je faisais Saveur, et ça, là, le sujet était déjà très proche, pas forcément les années 20, mais en tout cas, ce genre, l'horreur, c'était vraiment quelque chose que j'aime à partir de mon enfance, en fait. J'aime bien les thrillers, Omen, ou encore Shine de Kubrick. Voilà, il y a des films que j'aime bien. J'ai gardé ces sentiments au fond de moi. Donc il y a des images en fait qui me reviennent très très facilement. Ou encore comment avec un jeu des ombres et des lumières on pouvait
générer des sentiments dans le spectateur. Voilà, moi je souhaitais transformer ça dans mon propre langage visuel, et c'est ce que je souhaitais donc transmettre à mes lecteurs. Comme je dessinais des années 20, après on m'a proposé des scénarios qui avaient lieu effectivement dans les années 20. Après on m'a proposé Lombard, le deuxième tome de Lombard, ainsi de suite. Donc faire le premier album sur 100 pages dans ce monde des années 20, c'était très intéressant. Mais après, quand pour le deuxième, le troisième et le énième album, je fais le même décor, là ça commence à devenir effectivement très ennuyeux. Et donc là, récemment, j'ai un peu l'impression que je commence à me débarrasser de cette époque des années 20 et je peux retourner dans les histoires noires, enfin, dans des histoires de policiers voilà, qui m'intéressent, où je me sens très à l'aise. Après, je me posais effectivement encore la question, qu'est-ce que c'est bien de pouvoir scénariser et dessiner ses propres histoires. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est-à-dire avoir le talent de faire le scénario et en même temps dessiner ses propres histoires. Si je veux être franc, je dois avouer que j'ai pas encore cette prétention-là. Donc si je rencontre une histoire qui m'intéresse beaucoup, là je peux rajouter un peu de plus. Je peux rajouter quelque chose à l'histoire. Je peux bien exprimer ce que le scénariste souhaitait transmettre. Nagyon érdekes volt, amikor a fény-árnyék. Très intéressant quand tu parles de ce jeu d'ombre et de lumière et de rôle de tout ça dans les histoires d'horreur. Puisque, effectivement, avec Zoom, on voit un peu vos espaces dans lesquels vous vous trouvez. Et je vois aussi la salle dans laquelle tu te trouves. Et effectivement, c'est un espace avec beaucoup de contrastes, d'après ce que je vois. C'est peut-être seulement Zoom qui donne cette impression, mais en tout cas, j'ai vraiment cette impression. Donc, en tout cas, tu reçois un scénario, tu essayes de personnaliser, tu essayes de rajouter ta touche à ce scénario. Mais en tout cas, ma question c'est la suivante, c'est avec quel scénario tu peux faire ce procédé? Quels sont les scénarios où tu peux effectivement apporter ta touche personnelle? Est-ce qu'il y a des situations où vraiment ton rôle est extrêmement encadré? Disons que dans Percy Jackson, là, je ne pouvais pas rajouter ma touche. Ça, c'était un caractère qui était connu par des millions et des millions de lecteurs. Donc là, mon rôle était minime. Quelqu'un d'autre aurait pu faire ce dessin. Donc je pense que là, c'était pas les idées qui intéressaient les autres auteurs. Là, j'avais d'autres bandes dessinées où nous avons beaucoup discuté avec des scénaristes. Et quand j'ai fait certaines parties de l'album, on se posait la question, là, ça ne fonctionne pas, il faut le transformer, etc. Donc là, il y avait vraiment un jeu d'aller-retour. J'avais l'impression de participer effectivement à la création de cette BD. Dans la BD française, j'ai l'impression que la créativité est plus grande. Il y a beaucoup plus de communication entre le scénariste et le dessinateur. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, dans les bandes dessinées mainstream, ça n'existe pas. Là, il y a un scénario qui est donné à un dessinateur. Le dessinateur doit faire son job et dessiner ce qui a été écrit par le scénario. Je pense que c'est un peu plus mécanique. Moi, je ne veux pas dégrader ce processus de création, mais en tout cas, c'est beaucoup plus une approche fonctionnelle. En tout cas, j'ai l'impression qu'en France, qu'il y a effectivement un lien beaucoup plus personnel avec le scénariste, et je pense que tous ceux avec qui j'ai travaillé, tous les scénaristes français avec qui j'ai travaillé, eux, ils veulent faire ça. Ils veulent avoir des contacts, ils veulent avoir l'avis du dessinateur. Bien entendu, on ne peut pas réécrire en tant que dessinateur l'histoire, mais en tout cas, on peut y rajouter des idées
Et donc, on peut. Donc, comment cela peut se présenter de la meilleure façon, de façon visuelle? Là, je pouvais effectivement faire des propositions. Bien entendu, le nombre de pages est fixé, mais alors le nombre de cases par page n'est absolument pas fixé en France. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de faire moins de cases. Ça ne veut pas dire que je suis fainéant et je ne vais pas dessiner, mais en tout cas, j'ai lu beaucoup de BD de France et je m'étais rendu compte qu'en arrivant à la fin du 9e, 10e case par page, j'avais l'impression que ça me fatigue en fait. Et quand il faut raconter toute une histoire complète en 46 pages, quelquefois c'est effectivement difficile. Et j'essaye d'aérer un peu les planches. J'essaie. Et je pense que les scénaristes avec qui je travaille, ils sont ouverts, ils acceptent ça et ils ressentent eux aussi ce besoin d'aérer les pages, donc s'inspirer aussi des BD américaines ou du Japon également. Les Japonais, par exemple, ils sont capables de raconter des histoires pendant des centaines de pages. Donc on arrive à la page 150 et finalement, ils ont tout simplement encore dessiné les personnages. Et voilà, ça donne quand même un cadre visuel que je ne ressens pas toujours avec les BD de France. C'est très intéressant de voir comment ces traditions, ces écoles changent, ces écoles de raconter des histoires, en fait, qui changent. Je pense que les traditions changent aussi en France, en Asie ou ailleurs également au fur et à mesure. Maintenant que nous avons un peu présenté la situation de vous trois situations très différentes, j'aimerais qu'on passe à vos œuvres. Donc, voulez-vous bien présenter quelques pages de vos albums pour que les spectateurs hongrois puissent avoir un petit clin d'œil sur des œuvres qui ne sont pas encore accessibles en Hongrie. On m'a déjà envoyé un certain nombre de planches, donc je vais partager, mais vous pouvez également partager. Et Zeina m'a dit qu'elle souhaite partager un certain nombre de planches du jeu des hirondelles. Et j'aimerais te demander, Zeina, de bien vouloir nous parler de ces planches, de ces pages. Je ne sais pas quelles sont les planches que tu veux démontrer. Il y a des éléments ludiques, il y a des tragédies, il y a vraiment... Voilà, ce qui m'intéresserait encore beaucoup, c'est comment tu planifies toutes ces pages vraiment impressionnantes. Oui, j'avais envie de vous parler du jeu des hirondelles que je vous montre quand même parce que c'est aussi intéressant de voir le format et comment un livre est façonné. Donc c'est un format souple avec une pagination assez importante. Et c'est mon premier roman graphique. Avant ça, j'avais fait des courts récits avec des formats un peu particuliers. Et là, pour la première fois, je me suis lancée dans une histoire voilà, assez longue, avec plein de personnages, des dialogues, etc. Et donc, tout est déjà, c'est-à-dire déjà sur la couverture, on a déjà l'atmosphère. Il y a tous les personnages importants de l'histoire. Je suis là, maintenant que vous voyez ma tête, vous pouvez peut-être me reconnaître, sauf que bon, j'ai 5 ans ici. Et je suis entourée de mon frère, mes parents et puis tous les voisins qui vont être les personnages principaux de l'histoire. Vous voyez en arrière-plan, il y a un embouteillage monstrueux, comme on en avait souvent à Beyrouth pendant la guerre. Enfin, ça n'a pas beaucoup changé, ça. Et une silhouette d'une ville en noir sur un fond blanc. Et l'histoire, en fait, est un huis clos parce qu'elle se passe en une nuit dans une pièce de l'appartement où j'ai grandi. Et c'était du côté est de la ligne de démarcation. Alors, le quartier avait la particularité d'être juste au bord de la ligne de démarcation. Donc, ma rue, la rue dans laquelle j'ai grandi, a toujours été, pendant toute mon enfance, elle était barrée par un mur de sacs de sable qu'on avait mis là, que les habitants avaient mis ici pour qu'on puisse traverser sans que le franc-tireur en face nous voie.
En fait, c'est dramatique, c'est tragique, parce qu'évidemment, il s'agit de guerre. Mais j'ai toujours voulu lier le tragique de la guerre, la violence et tout ce que ça a de terrible avec des souvenirs personnels qui sont parfois dans leur décalage, qui peuvent apporter un peu d'humour et peut-être même de légèreté. Je vais vous montrer quelques pages, ce sera peut-être plus simple. Voilà, est-ce que vous voyez là? Je pense que oui. Donc, vous avez la couverture à nouveau. Ensuite, voilà, ce sont les premières pages du livre et ce sont les seules où vous verrez Beyrouth. Alors, c'est le Beyrouth, ce sont les seules pages où vous verrez l'extérieur, en fait. Donc, c'est le Beyrouth des années 80. Les portes des immeubles sont cachées par des murs de parpaing. Il y a des tonneaux qu'on a apportés là pour justement protéger aussi l'entrée des immeubles, des murs de parpaing. Enfin, il y a tout un tas il y a une architecture de guerre en fait qui a été improvisée par les habitants. Là, on voit pareil des barils avec le mur de sacs de sable. Alors au-dessus, la végétation a poussé parce que comme ça a duré 15 ans, on a appelé cette ligne de démarcation la ligne verte d'ailleurs. Et voilà, ça répond aussi à la première question en fait sur ce que j'aime représenter ou pas et comment. Justement, là, il s'agit de parler de la guerre et j'étais sûre dès le départ que je ne voulais pas représenter la guerre d'une manière frontale, mais plutôt essayer de trouver des astuces graphiques pour la représenter d'une autre manière. Donc, je me suis beaucoup servie, comme là, d'un langage plutôt de cartes ou bien comment dire, comme une espèce de carte ou de schéma explicatif. Là, il s'agit on voit la trajectoire de la balle du franc-tireur et comment nous, humains, pouvons ruser pour traverser la rue sans qu'il nous voie. Donc j'invente comme ça une espèce de chorégraphie graphique alors que c'est quelque chose d'assez terrible en fait dont je parle. De la même manière, ça c'est un plan schématique de l'appartement où j'ai grandi, donc je raconte comment une à une les pièces ont été condamnées parce qu'on ne pouvait plus y habiter justement à cause de la présence du franc-tireur parce qu'il y avait des fenêtres ou qu'elles étaient trop exposées à l'extérieur. Et donc voilà, l'appartement qui se rétrécit jusqu'à devenir une toute petite pièce qui est l'entrée en fait, qui est la pièce soi-disant la plus sûre de l'appartement et qui va être la pièce qui va accueillir tous les voisins pendant cette nuit qui est une nuit de bombardement. Ils vont débarquer les uns après les autres. Là, vous me voyez avec mon petit frère. Et c'est Ernest Chalita qu'on voit pour la première fois, qui est ce personnage avec les grandes moustaches, qu'on va revoir dans presque tous mes livres, parce que c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup de tendresse et à qui j'ai inventé un frère jumeau. Donc les possibilités graphiques sont quand même très, très amusantes. Je vais vous montrer rapidement juste quelques pages, puis ensuite, voilà, vous montrer les autres personnages. Là, vous avez Madame Linda et Monsieur Khaled qui sont les voisins du troisième. Alors, eux, ils ont eu une autre... C'est-à-dire, ils ont connu le Beyrouth d'avant. Lui, il était propriétaire d'une boîte de nuit. C'était des gens qui faisaient la fête, en fait, constamment. C'est un peu le cliché de ce Beyrouth des années 60, d'avant la guerre, mais en fait, c'est vrai. Et il racontait toujours qu'il était né au Texas. Et il nous disait que le Texas, c'était un endroit magnifique parce qu'il y avait les meilleures glaces du monde, que toutes les rues étaient éclairées, qu'il y avait des néons partout. Et surtout, le Texas était formidable parce qu'il y avait la mer Méditerranée à perte de vue, pardon. Et alors en grandissant, je me suis rendu compte que le Texas dont il parlait, c'était simplement Beyrouth Ouest, donc le quartier où il avait grandi et dont il était privé à ce moment-là parce qu'il avait été coincé à Beyrouth Est sans la possibilité de revenir. Donc il avait nourri comme ça une espèce de nostalgie très forte de son côté de la ville. Il y a une chose qui est
aussi par rapport à la question principale de cette table ronde, justement sur la représentation. Là aussi, c'était une manière détournée de représenter la guerre sans jamais la montrer. C'est-à-dire, vous ne verrez, dans aucun de mes livres, vous ne verrez de combattants ou de sang ou de morts ou même de blessés. Mais par contre, j'essaye de trouver des moyens détournés. Alors là, c'est une scène où Ernest et Khaled nous explique comment détecter au son d'un obus si l'obus vient dans notre quartier ou s'il part de notre quartier. Alors, c'est transformé en jeu parce que, mais c'est un jeu terrible, mais c'est une manière de garder une espèce de pudeur par rapport au lecteur, de ne pas lui imposer des choses trop pénibles et en même temps de jouer avec ces éléments absolument terribles qui ont fait notre quotidien à l'époque. Et là, vous verrez, c'est une chose qui va revenir dans tout mon travail, c'est justement le son. Je m'en sers beaucoup dans tous mes autres livres, les onomatopées, comment justement donner du son au dessin, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je vais terminer là pour le jeu des hirondelles pour l'instant, mais j'avais envie de vous montrer cette page parce que il y a tous les personnages de l'histoire qui sont là. Alors là, vous avez quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire jouer avec la composition et la mise en page. Donc vous pouvez lire l'histoire de gauche à droite, c'est-à-dire horizontalement. C'est une double page ici, soit la lire habituellement voilà, d'en haut jusqu'en bas, et puis la page d'après d'en haut jusqu'en bas. Et pour la petite histoire, c'est une des premières pages que j'ai dessinées, alors que dans le livre, c'est la page 122, je crois. C'est parce qu'il y a, en effet, c'était très intéressant ce qu'Attila a raconté tout à l'heure. C'est vrai que quand on écrit ses propres histoires, on a une espèce de souplesse comme ça, où on peut décider que là, tiens, cette page, elle va aller sur la scène d'après. Enfin, on peut constamment... tout ça est très malléable jusqu'à la dernière minute. Voilà, ça c'est une chose qui m'intéresse assez. Peut-être juste une dernière encore sur la présence du son. Alors vous voyez comme c'est la guerre évidemment, donc le son principal, mais qui n'est quasiment jamais écrit, c'est le son des obus. Par contre, je me concentre sur les tout petits sons du quotidien. Donc vous voyez le puff 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 de la cigarette de Monsieur Khaled, qui est très stressé, donc il n'arrête pas de fumer, le tic-tac de la montre d'Ernest, etc. En fait, sur toutes les pages, il y a un certain nombre de sons qui viennent parler d'une manière sensorielle, en fait, de la guerre et de la manière dont on l'appréhende quand on est civil et coincé dans son appartement. Voilà, donc c'était un aperçu, j'espère que c'était pas trop long, mais c'était un aperçu sur mon travail, puis ma façon de travailler, la façon de représenter. Peut-être vous montrer une dernière chose, parce que c'est quand même, vous avez remarqué que c'est du noir et blanc, et qu'il y a des choses que le noir et blanc permet par rapport justement à la représentation. Je vous montre juste un exemple. Là, on a une double page où il y a le plan de Beyrouth. Et donc, j'ai raconté en tout début du livre que voilà, la ville est coupée en deux, qu'il y a des francs-tireurs, tout ce que je viens de vous raconter, en fait. Et donc, la page d'après, on aperçoit justement ces deux moitiés de ville avec simplement le fond blanc de la page. Et ce fond blanc, en fait, c'est vrai qu'il n'y a absolument rien qui est représenté, qui est dessiné dessus, mais symboliquement, c'est justement la métaphore d'une ville qui est, d'une partie de la ville en tout cas, qui est effacée. Ça parle d'effacement, de séparation. En fait, c'est un blanc qui est vide de dessin, mais qui est plein d'idées et de symboles. Et c'est un peu ça qui m'intéresse aussi dans le noir et blanc. Ça permet vraiment d'inviter le lecteur à projeter lui-même ses sensations, ses rêves, ses émotions, alors même qu'il n'a pas forcément vécu la même expérience. Donc c'est un peu comme un appel à justement remplir
ce blanc, mais d'une manière personnelle et intime, en fait. Voilà. Nagyon köszönöm. Nagyon Merci beaucoup. Moi, j'ai enseigné cette bande dessinée à des enfants de 15 ans et à des étudiants aussi. Et comment on décortique les détails, ça dépend de l'âge du public. Tu montres beaucoup de détails de ton monde et ça devient très intime. Donc à la fois, c'est très intime et très dramatique. Parce qu'on n'arrête pas de comparer les détails. Là, il y a quelque chose, là, il y a 6 quelque chose. Combien de temps s'est écoulé d'une case à l'autre? Et d'où une question tout à fait banale me pose. Il faut beaucoup de patience pour cette bande dessinée, pour qu'on puisse interpréter cette bande dessinée. Est-ce que c'est volontaire de ta part qu'il faut interpréter ta bande dessinée de façon lente, ou est-ce que c'est parce que tu t'intéresses aux détails? En fait, l'enjeu de cette histoire, c'était justement l'espace et le temps. Parce que dès les premières pages, l'espace se réduit. Donc, on a l'espace de la ville qui devient une demi-ville. Et puis, dans cette demi-ville, chaque quartier qui est coupé de l'autre par ses murs et tout ce que je vous ai montré au début. Et à l'intérieur de l'appartement, les pièces sont coupées les unes des autres. C'est-à-dire l'enjeu de l'espace est posé dès le début. Et l'enjeu du temps aussi, puisque c'est une nuit de bombardement et en fait, on est à la maison, mon frère et moi, et on attend le retour de mes parents. Donc le temps, c'est comme c'est ça qui va rythmer en fait tout l'enjeu de l'action et de cette nuit. Alors pour ça, évidemment, c'est pour ça que j'ai voulu utiliser ce temps minuscule et l'exagérer complètement. C'est pour ça que, par exemple, quand un des personnages boit son café, en fait, on va le voir prendre la tasse, puis la porter à ses lèvres, puis avaler, puis remettre la tasse sur le... C'est-à-dire, je découpe les toutes petites actions du quotidien, parce qu'en fait, quand on est angoissé aussi, le temps semble extrêmement long. Et j'avais envie que le lecteur sente ça, que ce soit une expérience sensorielle de ce temps qui n'en finit pas de traîner. Donc, il y a eu cette volonté-là de faire participer le lecteur à cette tension à travers ces petits détails dont vous parlez. Et puis, il y a une chose aussi, c'est que comme je suis partie de mes souvenirs, alors évidemment, il y a eu beaucoup de recherches et tout, comme je vous ai dit, mais je suis quand même partie, c'est-à-dire la moelle épinière du récit, c'était mes souvenirs d'enfant. Et en fait, enfant, quand on était, c'est-à-dire quand on a grandi à Beyrouth dans les années 80, on pouvait très peu sortir de chez soi. C'était un peu comme un confinement, mais avant l'heure. Et donc, en tout cas, moi, j'avais une attention, c'est-à-dire, on n'a pas beaucoup de choses à regarder, en fait, puisqu'on ne peut pas explorer le monde. Donc, chaque détail de la maison devient extrêmement important. Et je crois que j'ai développé peut-être mon sens visuel à ce moment-là. Enfin, j'étais toute jeune, mais c'est vrai que c'était très important, le motif d'un canapé. Il y a d'ailleurs un motif qui revient très souvent dans le jeu des hirondelles comme un compagnon, en fait. C'est cette tapisserie qui est ici, qui est montrée, que je dessine au début de l'histoire et qui après va accompagner quasiment dans toutes les cases. On va la voir en arrière-plan. Alors, on va en voir un détail, un peu plus, mais donc tout ça pour vous dire que c'était important en fait de recréer un univers graphique qui soit assez riche pour parler de l'enfermement, parce qu'on est enfermé et en même temps ça se joue sur l'intérieur qui est riche de gens, de récits. Dans cette entrée, on va faire du café, on va boire l'apéro, on va faire nos devoirs, on va cuisiner, on va manger, on va dormir, on va écouter la radio. C'est grouillant de vie. Et il fallait qu'il y ait plein de détails pour qu'on sente cette richesse et cette vitalité.
et l'extérieur qui, lui, est presque justement vide ou plein, comme je vous ai montré, très plutôt noir ou blanc, qui est moins dans la nuance, justement, qui est plus dans une espèce de violence qui est un peu brutale et brute. Donc voilà, c'était pour créer un contraste là, entre la dentelle de l'intérieur, de ce qui se passe quand on essaye de se protéger, et cette espèce de violence innommable à l'extérieur. Voilà. Merci beaucoup. Je me tourne à Mathieu. Tu m'as envoyé une image et j'aimerais bien de savoir ce que tu vas dire de ton processus de création. Est-ce que tu veux que je partage mon écran ou est-ce que tu le partages toi? Non, c'est pas nécessaire. Je vais le faire. Vous m'entendez? Oui, oui. Super. Parce qu'en fait, du coup, oui, j'ai eu l'idée plutôt de vous montrer mon processus de création. Et donc, j'ai préféré vous montrer la BD que je suis en train de faire maintenant. Du coup, c'est plus simple. Donc, je vais partager mon écran. Et comme ça, je vous explique un petit peu comment je travaille. Hop. Pom, pom, pom. Alors, c'est pas l'iPhone. Il faut que je branche. Hop. Alors, ça va arriver. Alors, bien sûr, c'est quand on veut que ça marche que ça ne le fait pas du tout. Donc, en fait, je travaille exclusivement sur iPad maintenant. Donc, je suis désolé de donner une marque, mais avant, je m'encombrais de carnets de croquis, d'ordinateurs. Alors, je ne vois vraiment pas pourquoi ça ne fonctionne pas, du coup. Et maintenant, en fait, ce qui est gai, c'est que l'auteur de BD que je suis tout à fait nomade. Donc maintenant, je le suis moins avec la crise du Covid. Et ça ne marche toujours pas. Je vais essayer comme ça. Ah ouais, voilà, ben, parfait. Donc, je ne sais pas si vous voyez encore la vidéo. Donc, ça, c'est mon outil de travail. Donc, c'est une petite tablette. Et alors, ce que je commence par faire, c'est j'écris un scénario généralement sur Word. Et puis après, très vite, j'ai besoin de le mettre en dessin. Et donc, je fais ce qu'on appelle un découpage. Donc, c'est un peu l'équivalent du storyboard dans le cinéma. Et donc, ça, je fais extrêmement vite. Donc, je copie-colle les textes que j'ai écrits dans mon scénario et je les colle donc dans le découpage. Et mes dessins ici sont vraiment juste pour signifier les expressions des personnages. Et donc, ça, c'est le travail que je fais et que je donne à mes éditeurs. Donc là, en fait, il y a l'ensemble de mon prochain projet qui est réalisé. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, je défile en fait bêtement le storyboard que j'ai fait sur un programme de lecture de livres qui est sur mon iPad. Voilà. Et donc ça permet déjà de donner un aperçu de toute ma bande dessinée. Et alors, une fois que j'ai fait ça, il me suffit de faire une capture d'écran de cet écran-là. Hop. Et alors, je la mets dans ce programme-là qui s'appelle Procreate. Et alors, ce qui est super cool, c'est que contrairement à Photoshop, ça coûte 10 € et ça fonctionne parfaitement bien pour faire tout ce dont j'ai besoin de faire. Donc là, c'est une étape de brouillon. Et alors, comme vous voyez, j'utilise mes doigts pour manipuler les pages qu'il y a sur mon iPad, exactement comme sur une feuille de papier. Donc, et vous voyez aussi qu'il n'y a absolument aucun bouton, il y a quasi rien. C'est un programme extrêmement facile à utiliser qui est extrêmement intuitif. Donc ça, c'est la phase brouillon, disons, où je mets les dessins en place. Là, il paraît très net, mais ce n'est pas toujours autant le cas. Et puis après, je m'amuse à faire l'ancrage. Voilà, donc ça, c'est une page que j'ai ancrée et qui sert de témoin pour les éditeurs. Donc c'est un projet que je vais présenter à des éditeurs la semaine prochaine. Donc c'est tout nouveau, tout chaud. Et donc voilà. Et donc ce qui est super, c'est que donc bien sûr quand on travaille en numérique, c'est que on peut utiliser plein de brosses qui ressemblent parfois assez à ce qu'on peut faire sur papier. Et alors, donc là par exemple, j'utilise une brosse là pour par exemple signifier les textures qu'il y a ici sur le toit de cette maison.
Et alors, ce qui est génial, c'est le fameux pomme Z, c'est comme ça qu'on appelle ça parmi les auteurs, ou le contrôle Z, c'est revenir en arrière. Et sur ce programme-là, c'est 2 doigts. Donc, je passe ma vie à taper avec 2 doigts pour revenir en arrière. Vous voyez sur l'écran que hop, mon dessin s'efface petit à petit. Voilà. Donc, en fait, ce qui est rigolo, c'est que finalement, c'est assez tactile de travailler en numérique. Et je retrouve presque les sensations que j'avais en dessinant sur papier. Et donc, après cette étape-là de l'ancrage, donc vous voyez ici que j'ai affiché plusieurs calques. Il faut vraiment imaginer des feuilles transparentes sur lesquelles on dessine. Et on peut superposer plusieurs feuilles transparentes, comme en numérique. Et là, je vais rajouter une feuille transparente, hop, et que je vais rajouter en dessous du calque trait. Et là, je vais m'amuser, à l'aide d'un pinceau, par exemple, je vais m'amuser à remplir avec les couleurs qu'on veut. Par exemple, ici, du jaune pour le toit. Et vous voyez que la couleur apparaît derrière le trait. Donc, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut faire absolument tout le travail de l'auteur de BD maintenant sur une petite machine comme ça. Donc, voilà. Et puis après, il ne faut plus qu'imprimer, puis voilà. Alors, du coup, j'arrête le partage. Est-ce que les outils numériques ont accéléré ton travail? Est-ce que tu travailles plus vite grâce aux outils numériques? Et bien sûr, on peut perdre beaucoup de temps même en utilisant des outils numériques. Combien de temps tu passes avec le dessin d'une page ou d'une unité que tu déposes à ton éditeur? Alors, en fait, j'ai l'impression que le temps que je prends sur ma tablette est plus ou moins équivalent à celui du dessin sur papier. L'avantage, c'est qu'on peut avoir plus d'assurance et dessiner plus vite sur la tablette, mais on a trop souvent l'habitude de revenir en arrière, de recommencer des traits dont on n'est pas convaincu. Et donc, du coup, ça nous fait perdre du temps. Et parfois, si on use trop de cet outil-là, on perd un peu de la spontanéité qu'on peut trouver dans le dessin sur papier. Donc, je dirais que c'est un peu équivalent. Mais avant, quand je dessinais de manière un petit peu plus traditionnelle, bien qu'il y ait toujours une étape sur l'ordinateur, je prenais aussi beaucoup de temps parce que je commençais seulement à dessiner. Donc, à l'époque, je faisais une planche en 3 jours et maintenant, je fais 2 planches en 1 jour. Donc, je vais presque 6 fois plus vite. Mais c'est parce que maintenant, j'ai pris des habitudes. Par exemple, là, je vais repartager l'écran. Hop. Voilà. Maintenant, donc, il y a... Avant, par exemple, pour signifier des zones pas noires ni blanches, mais donc, disons, grises, pour signifier de la matière, je pouvais, par exemple, faire des hachures, par exemple. Et voilà. Et donc là, par exemple, on peut avoir une zone de gris. On peut la griser un peu plus en repassant dessus pour faire une hachure plus foncée. Hop. Mais alors, tout ça, ça prenait beaucoup de temps. Et je me suis rendu compte qu'il suffisait d'un geste pour faire la même chose avec un outil qui correspond plus ou moins à ce que j'avais envie de faire. Donc, j'essaie de me débarrasser en fait des questions techniques. Je me pose, à chaque fois que je commence une nouvelle bande dessinée, je me dis quel outil je vais utiliser. J'essaie à chaque fois d'utiliser un nouveau style de dessin, justement parce que j'ai peur de m'embêter. Mais une fois que j'ai commencé, j'évacue très vite ces questions techniques grâce à l'outil numérique. Ça devient très intuitif assez rapidement. Voilà. Donc, je peux vous montrer par exemple une planche pour vous montrer la différence. Ça, c'est une des planches que j'avais fait pour... donc là, vous voyez toute l'intimité de mon travail. Youp. Donc ça, c'est par exemple la bande dessinée que j'ai fait précédemment, sous terre. Voilà. Et donc, vous voyez ici, par exemple, cette planche-là. Eh ben, je me suis amusé à signifier donc, les zones de gris par des petits quadrillages comme ça. Donc, faire une planche comme ça me mettait un jour. C'est extrêmement laborieux. Et finalement, ça, j'aurais pu résumer à travers un geste beaucoup plus simple qu'est cet outil-là, par exemple.
Donc, ce qui importe le plus pour moi quand on dessine, c'est pas la technique, c'est pas non plus, c'est pas non plus oui, le fait d'absolument rajouter une tonne de détails. C'est vraiment, il faut réussir à toujours s'amuser. Et c'est un travail extrêmement laborieux qui est extrêmement lent. Et si on ne s'amuse plus, pour moi, il n'y a plus de magie, il n'y a plus rien. Donc, pour moi, il s'agit vraiment, en fait, il faut réussir à travailler vite. Pour moi, c'est la clé. Et en plus, bon, ça, c'est encore autre chose, mais c'est un métier qui est très peu rémunéré. Donc, il faut savoir se faire plaisir et travailler vite pour rentrer dans ses frais, quoi. Voilà. Igen, azt hiszem, hogy olyan munkát Effectivement, találni, amit travailler, nagyon jól trouver un travail pendant lequel on s'amuse, c'est toujours un défi, pas seulement en matière de bande dessinée, mais en général dans le monde, c'est un défi. Et là, je me tourne à Attila. Toi aussi, tu m'as envoyé un dessin, je peux partager l'écran. Toi aussi, tu veux partager l'écran, c'est comme ça t'arrange le plus. Est-ce que tu pourras parler de ton travail? Oui, bien sûr, je vais partager l'écran. Un instant, je vais juste tout fermer et donc démarrer le partage d'écran. Itt van az összes, és mehet az elejére, ugye? Voilà, et on va aller du début. Igen, ez egy layout. C'est un layout Ez a legújabb munkámból van, de amit éppen mon most travail dolgozom. sur lequel je travaille actuellement. Ezt Steven Desberg Steven írta, Desberg, l'auteur de cette bande dessinée, celui qui a écrit le Scorpion et d'autres bandes dessinées importantes. Et c'est une histoire familiale, donc une histoire qui trace l'histoire de sa famille. Il a de la famille à Hollywood et c'est une histoire qui se déroule à Los Angeles et qui utilise beaucoup de motifs cinématographique. Donc c'est comme ça que je commence le travail. Lui, il m'envoie, enfin le scénariste m'envoie le scénario et moi je cherche, je fais des recherches sur l'endroit. Donc en général, je fais beaucoup de modifications par rapport à l'endroit. Donc grâce à Google Maps, heureusement que Google Maps était inventé, je peux voyager dans le monde entier, je peux découvrir Los Angeles aussi et je peux voir quels sont les détails de la ville que je veux refléter dans mon œuvre. Là, on est par exemple dans un restaurant mexicain et j'ai envoyé la version en couleur aussi, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est la version finale. Dans le layout, j'essaie d'être le plus précis possible. Pas seulement parce que je l'envoie. Donc quand je fais l'ancrage ou quand je choisis les couleurs, je veux déjà être très précis. Je veux être à la fin je veux suivre ce processus très en détail. C'est une planche de cette même bande dessinée, une planche en couleur. Mindig te színesíted a munkáidat? Hogy? Est-ce que c'est toi qui choisis les couleurs? Est-ce que c'est toi qui fais le colorage?
én színezem C'est a juste saját récemment. képregényeimet. En général, c'est pas moi qui fais le colorage, mais récemment, Leginkább azért, c'est moi mert qui fais le amikor colorage. megrajzolom, akkor már Quand ott je van a fejemben, quand hogy je milyen színvilágot dessine, quand je szeretnék, fais és le veled dessin, sokkal egyszerűbb, hogyha j'ai én csinálom déjà meg, les hogyha couleurs qui me viennent elkezdem à l'esprit. megmagyarázni Donc il valakinek, est hogy mi az, plus amit simple szeretnék. de faire le colorage moi-même que de commencer à expliquer à quelqu'un quelles sont les couleurs que j'aimerais bien voir. Et ceux qui font le colorage, c'est toujours différent que de le faire soi-même. Donc je suis beaucoup plus satisfait si le monde visuel est monté à 100% par moi. Úgyhogy La lumière et l'ombre, le jeu de la lumière et l'ombre est vraiment très significatif, très déterminant. Oui, j'essaie d'utiliser peu de couleurs. Donc, je n'aime pas que dans une bande dessinée, il y a beaucoup de couleurs. Et je pense que mes dessins n'ira pas très bien avec beaucoup de couleurs. Donc, j'opte pour le noir et blanc. Pour qu'ensuite, avec peu de couleurs, je puisse rendre mes dessins vivants. ami így pont elég, tehát hogy ne esek abba a hibába, hogy így agyon színezem, vagyis esetleg elnyomom vele a saját rajzomat. Ez egy másik történet, a Glönának készítek, ez egy noir, vagy egy krim történet, ami New Orleansban játszódik. Ez nekem nagyon megtetszett, tehát forgatókönyvet egy Jeremy West nevű Le scénario m'a beaucoup plu depuis le début. Un romancier et un écrivain, un scénariste pour film a écrit cette histoire pour bande dessinée. On a parlé avec l'éditeur, il m'a demandé ce que je veux faire et j'ai dit que je veux dessiner les années 20. Je ne veux surtout pas dessiner les années 20. Et par contre, j'aimerais bien avoir un roman policier, une histoire policière. Et c'était un scénario pour film et pas pour bande dessinée. Donc il n'y avait pas de planche, il n'y avait pas de répartition de l'histoire et j'ai tout de suite lu le scénario. Le scénariste, encore une fois, venait du monde cinématographique. C'était comme si j'avais lu l'histoire d'une série télévisée avec des personnages très bien décrits et avec des personnages très bien détaillés. Et ça aussi, c'est un layout. C'est la première page des bandes dessinées pour que vous voyez quel est le brouillon qui constitue la première étape de mon travail avant la finalisation de l'œuvre. Et là, d'un point de vue technique, il est très important que sur la dernière case, j'aurais voulu vous montrer que la ville apparaissent à partir du smog. Donc, j'aurais voulu refléter cette ambiance dans ma bande dessinée. Donc, je dessinais les bâtiments avec l'encre et ensuite j'ai utilisé des couleurs pour utiliser de la lumière et de l'ombre aussi pour avoir cette ambiance que j'aurais voulu créer. Donc, tout d'abord, tu mets tout ça sur papier. Effectivement, je le mets sur papier. Je vais vous montrer une planche. Igazából ez még ilyen félkész, tehát ezt éppen mielőtt így becsatlakoztam. J'étais en train de travailler sur cette planche. En fait, j'étais en train de le marquer à l'encre de Chine avant qu'on commence ce webinaire. Voilà, avec des outils très traditionnels. És akkor a kis filmeket voltak ott felesni, meg egy ilyen szerepet csinálni, és így elkezdtem ezt a
És ebben van egy nagy adag spontanéitás, tehát megegyeznek nyilván egy nagy adag lehetőség is, és digitálisan pedig csak azt csinálom, hogy elrontol, akkor azt a például c'est que là où je fais une faute, effectivement, le numérique me permet de corriger de façon beaucoup plus simple qu'avant. Avant, on devait physiquement couper une partie et puis rajouter quelque chose. Maintenant, c'est effectivement plus simple. Je scanne mes dessins et après, je peux y apporter des améliorations numériques. Colorer, effectivement, ça c'est beaucoup plus simple avec l'aide de l'informatique et ne pas le faire à la main. Merci beaucoup. Comme nous devons à tout prix finir à 7h30, là, je me retiens. Je ne vais pas poser mes questions à moi. En tout cas, je donne la possibilité à tous ceux qui nous écoutent, voilà, donc avec, en appuyant sur le bouton questions et réponses, vous pouvez poser vos questions tout de suite et en direct. Il y a une question que j'aimerais donc, qui nous a été envoyée et que j'aimerais vous poser vous trois. Donc, la question c'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Trois possibilités. Que les lecteurs comprennent ce que vous écrivez, ce que vous dessinez. Point 2, faire réfléchir les lecteurs, ou bien les faire sentir certains sentiments. Ou point 3, que les lecteurs puissent se mettre à la place du protagoniste. Voilà. Alors, comment vous planifiez la lecture, si on peut dire ça? On va commencer cette fois par Mathieu. Voilà, donc comment tu veux guider le lecteur à travers ton histoire? Alors, je ne me souviens pas exactement des 3 points, mais pour moi, en fait, ce serait impossible de répondre parce qu'ils sont clairement imbriqués l'un dans l'autre. Je veux bien sûr faire en sorte de faire comprendre ce que je raconte auprès du lecteur. C'est le but, c'est de raconter des histoires et c'est d'avoir des gens qui suivent cette histoire et qui en perçoivent les émotions. Mais donc, du coup, ça passe par le fait qu'il faut bien sûr humaniser pour moi le récit et réussir à faire en sorte que le lecteur s'y retrouve. Donc, tout ça est clairement imbriqué et je pense à tout ça à la fois quand j'écris une histoire. C'est impossible de mettre un ordre là-dedans. Du coup, là, je vois que la question est... Ah oui, alors, pensez-vous qu'il faut qu'un dessinateur ait un style... Du coup, je rebondis. Hein, est-ce qu'il faut qu'un dessinateur ait un style visuel originel et de quoi est-ce qu'il est reconnaissable pour le public? Et je parle ici d'un style qu'on suit dans plusieurs œuvres. Alors, en ce qui me concerne, j'essaie justement de changer mon style à chaque fois, mais ce n'est pas une très bonne idée parce que je perds mon public à chaque fois que je sors un nouveau livre. Mais encore une fois, c'est une façon pour moi de m'amuser à essayer de trouver de nouvelles astuces. Par contre, mes amis disent de moi qu'on reconnaît quand même mon trait malgré tout, parce qu'on a, au fur et à mesure de notre travail, on élabore bien sûr un style propre. Pour moi, c'est bien sûr essentiel. Ça se traduit non seulement dans le dessin, mais aussi dans le style narratif. Donc, même si on fait des sujets extrêmement divers, il y a toujours bien sûr la patte de l'artiste qui est retranscrite là derrière. Donc, pour moi, c'est important, même si à partir de là, on a une patte, mais après, on peut bien sûr digresser et faire absolument ce qu'on veut. C'est le but, c'est avant tout artistiquement, c'est de se renouveler. On ne peut pas, à mon sens, ne pas progresser ou ne pas se poser des questions, donc dans le fond, mais aussi dans la forme du travail artistique. Merci beaucoup. C'est effectivement, ce sont des questions bien longues. Donc, en tout cas, qu'est-ce qui est plus important? Que les lecteurs comprennent ou qu'on fasse réfléchir le lecteur ou qu'on essaie de transmettre un message ou que les lecteurs puissent
se sentir dans la situation. Voilà, c'était ça la question. Moi, je me sens un peu comme une institutrice ou une professeure. Voilà, mais Attila, tu veux bien répondre à cette question? En fait, je reviendrai sur la réponse de Mathieu, pas la dernière, mais celle d'avant. En tout cas, il avait parlé du fait que pour lui, le plus important, c'est s'amuser tout en dessinant. Et je pense que c'est un point très très important. J'aimerais m'amuser en travaillant. J'aimerais ressentir des choses. Et après, bien sûr, je me pose la question, si j'étais un lecteur dans une librairie, est-ce que je prendrais cette bande dessinée? Est-ce que j'aimerais connaître cette histoire? Voilà, ce sont des questions que je me pose pendant mon travail. Mais et effectivement, il y a des moments où on doit lâcher prise, où on doit décider que le dessin, il a fini, parce qu'il y a des dates butoirs, parce que il y a plusieurs points qui peuvent s'imposer. Mais effectivement, on peut toujours indéfiniment travailler encore sur la même image. Mais en tout cas, quand j'arrive à réaliser à hauteur de 80% de ce que j'avais imaginé, à partir de ce moment-là, j'espère que ces images trouveront leur chemin à notre public et que finalement, ça va plaire aux gens qui sont intéressés par mon langage visuel. Alors, il y avait une question relative au style. Est-ce que c'est important d'avoir son propre style pour pouvoir le suivre? Moi, je pense que oui, mais en fait, la question ne se pose même pas. Parce que quand on dessine, comment dirais-je, son propre style se développe. En fait, notre main est dirigée par notre cerveau. Et donc, nos idées, nos prismes, on les verra bien sur les planches. Voilà, donc, en fait, ce style personnel s'élabore de façon inévitable. Et après, il faut aussi se dire que chaque histoire demande peut-être un style différent. Bien entendu, notre style est dans chaque album, mais on essaye de transformer un tout petit peu, ajuster notre style à l'histoire. Et comme Mathieu l'a dit, quelquefois on doit se poser la question, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'il faut exprimer autrement ou par d'autres types de dessins le même message? Il faut se poser ce genre de questions. Parce que, effectivement, si on fait des dessins dans le même style pendant des décennies, on peut en avoir vraiment marre. Et ce ne sera pas sain. Merci beaucoup. Zaina, est-ce que tu as trouvé la question dans la rubrique questions-réponses? Comme ça, je ne vais pas la répéter. Oui, j'ai bien vu les questions. Mathieu et Attila ont répondu ce que j'aurais répondu sur les deux questions communes aux trois. Donc, en effet, moi, je dirais les trois, en fait, faire comprendre, faire réfléchir et puis inviter les lecteurs à se mettre à la place du protagoniste. Et évidemment, j'aurais ajouté s'amuser parce que c'est quand même une chose extrêmement... c'est l'essentiel, en fait, de ce métier parce qu'on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on sur un roman graphique, on peut passer 1 an ou 2. Donc, il faut avoir la possibilité d'avoir un peu de fantaisie, de s'amuser, d'avoir du plaisir dans le dessin. Sur le style, c'est drôle parce que moi, je travaille presque toujours en noir et blanc, à l'exception de quelques livres jeunesse que j'ai fait en noir et blanc et couleur. Mais il m'est arrivé un truc assez intéressant l'année dernière sur le jeu des hirondelles, qui fêtait ses 15 ans, figurez-vous. J'ai eu envie d'ajouter 20 pages pour parler de la situation actuelle au Liban. Voilà, genre 15 ans plus tard, j'avais des choses à dire sur cette histoire précise. Et je me suis dit, bon, je vais faire 15 ans
Et en fait, pas du tout, je n'ai pas pu. Alors qu'entre-temps, j'avais continué à travailler en noir et blanc dans, par exemple, le piano oriental que je vous montre. Donc, ça reste du noir et blanc, c'est des choses assez proches, en fait. En tout cas, je pensais que c'était proche. Et au moment de reprendre le langage du jeu des hirondelles 15 ans plus tard, je n'étais plus capable de dessiner de la même manière. Pourtant, de l'extérieur, ça a l'air de se ressembler. Mais ce n'était pas la même énergie, ce n'était pas le même trait. C'était 15 ans plus tard, j'étais moi-même plus la même personne. Et c'était très, très étrange comme expérience. Et du coup, j'ai décidé d'accepter ça. Enfin, je n'avais pas le choix. Mais, et ces 20 pages que j'ai ajoutées, je les ai faites dans un style qui n'a rien à voir, en fait, qui n'est pas faire semblant que c'est le style d'il y a 15 ans. Alors, c'est étonnant parce que ça reste du noir et blanc, c'est des formes très simples, mais il y a un truc qui n'est pas du tout le même. Et en fait, c'est impossible de le retrouver. Et c'est peut-être tant mieux parce que justement, comme vous le disiez tout à l'heure, et l'un et l'autre, je crois c'était Attila, je ne sais plus lequel de vous deux disait que le trait change, évolue, se modifie et sans qu'on s'en rende forcément compte. On ne prend pas toujours la décision de se dire, bon, alors dans ce livre, je vais faire ça, ça, ça. Parfois, c'est quelque chose d'instinctif. Le dessin, c'est comme l'écriture. On lit beaucoup de choses dans la façon dont on écrit des mots. Et là, c'est la même chose, quoi. C'est parfois, ça nous échappe et c'est tant mieux. Voilà. Sinon, il y a une question qui s'adresse à moi. Uniquement, on me demande comment je vais raconter le Liban d'aujourd'hui dans mes prochaines œuvres. Si j'ai encore envie de parler du Liban, eh bien, figurez-vous que parfois, je sens que je n'ai pas le choix parce que il y a un peu moins d'un an, j'ai commencé une histoire qui se passe encore dans les années 50 au Liban. Inspiré d'un fait historique que j'ai pas vécu évidemment, mais qu'on m'avait raconté quand j'étais adolescente et qui m'avait complètement fascinée. Et c'était l'histoire d'un naufrage, du naufrage d'un des derniers paquebots des messageries maritimes françaises au large de Beyrouth. Là aussi, j'ai plein de documentation. Je suis allée à Marseille, j'ai fouillé, j'ai trouvé des archives, c'était extraordinaire, la maquette du bateau, etc., le journal de bord. Hein. Et je me suis dit, c'est génial, je vais créer une fiction, youpi. C'est pas autobiographique, ça se passe au Liban, mais c'est quelque chose qui est complètement où je peux inventer des personnages sur ce bateau, etc. Et malheureusement, j'ai été rattrapée parce que quelques mois après le début de l'écriture, on a assisté tous à la double explosion du port de Beyrouth le 4 août dernier. Et comment on fait en fait comment faire quand on écrit une histoire qui se passe en mer à quelques encablures du port et que tout d'un coup dans la vraie vie il n'y a plus de port? C'est quand même un sacré truc. Et c'est pour ça que je dis parfois je sens que j'ai pas le choix, c'est-à-dire que j'étais partie sur autre chose. Mais voilà, donc maintenant l'enjeu c'est d'essayer de continuer sur cette veine-là, mais en récupérant un fil qui appartienne plus justement à l'actualité et donc essayer de créer quelque chose dans l'histoire qui va faire un aller-retour sans cesse entre les années 50 et l'histoire de ce naufrage et puis le naufrage du pays en fait. Aujourd'hui, donc quelque part ce naufrage est devenu une espèce de métaphore du naufrage général et je vais m'arrêter là sinon je vais me mettre à pleurer. Mais bon, tout ça pour vous dire que en fait on fait avec ce qu'on a quoi. Et moi mon matériau c'est vrai que jusque là c'était le Liban et mes souvenirs Bon, ceci dit, j'ai fait d'autres choses, mais c'est vrai, j'ai fait d'autres livres qui ne parlaient pas du Liban ni de ma vie, mais c'est vrai qu'il y a des moments comme ça dans la vie où on se sent presque obligé, mais je le dis c'est dans le bon sens du terme en fait, de porter quelque chose. Et moi, j'en suis là aujourd'hui. C'est pas forcément évident, mais je me dis que s'il en sort un livre intéressant et qui fasse du bien, j'aurais réussi quelque chose. Parce qu'on se sent tellement impuissant, en fait, surtout quand on est à l'étranger et que... Enfin, voilà. Donc, bon, voilà, c'est tout. Je vais essayer de faire ça, en gros.
Merci beaucoup. Je pense que c'est la meilleure phrase pour terminer notre webinaire, pour essayer de faire quelque chose. Voilà, donc il y a des questions qui arrivent, mais malheureusement, on arrive à la fin du temps qui nous a été réparti. Et donc, avec ma responsabilité de modérateur, je suis obligé de vous remercier pour cette participation et pour vos interventions très intéressantes. Merci d'avoir présenté des mondes visuels très différents et très palpitants. Et je remercie bien entendu l'Institut français d'avoir organisé ce webinaire. Merci également à l'ensemble des personnes qui nous ont rejoints, qui nous ont écoutés. Et donc, bien entendu, nous pourrions continuer très très longuement cette discussion, mais en tout cas, permettez-moi de vous souhaiter une excellente soirée et merci encore à l'ensemble des intervenants et des participants. Merci. Merci. Köszönöm szépen én is. Merci, merci.